Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale qui enregistre encore une fois dans les studios podcast de la SACD, donc vous l'entendez encore à nos voix suaves. Nous enregistrons dans de bonnes conditions. Et nous nous appelons toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, donc, nous sommes réunis une fois de plus en présentiel, comme on dit, dans ce merveilleux lieu, pour enregistrer un épisode qui s'est décidé totalement au dernier moment. On doit tout vous confier. Qui s'est décidé pendant notre séjour londonien fin mars. Si vous êtes abonné à All That Jazz sur Instagram, si vous n'êtes pas abonné à All That Jazz sur Instagram, arrêtez tout, faites pause et abonnez-vous. Ensuite, reprenez le cours de l'épisode. Et donc, si vous êtes bien abonné, maintenant que tout le monde est abonné à All That Jazz sur Instagram, vous avez donc pu constater qu'on était partis 3 jours à Londres sans enfants. Que toutes les deux. Voilà, que toutes les deux. Et on a donc profité pour voir 3 spectacles. 3 jours, 3 spectacles nous a semblé être une bonne moyenne. Parfait. Nous avons donc vu Moulin Rouge, Le Diable s'habille en Prada, 2 spectacles dont on vous parlera dans notre bilan de fin d'année. A priori. Et nous avons aussi vu, et c'était d'ailleurs la raison initiale de ce voyage, nous avons aussi vu la comédie musicale dont on va vous parler aujourd'hui, qui est donc The Last 5 Years. Et donc dans la version que nous venons de voir à Londres, cette mise en scène avait pour stars Rachel Zegler et Ben Platt. On va tout vous raconter. Mais avant, revenons sur l'œuvre The Last 5 Years et quelques mots donc des origines et de cette création, donc une comédie musicale qui a été créée par le compositeur, parolier et dramaturge américain Jason Robert Brown en 2001. Oui, alors Jason Robert Brown, on a déjà parlé de lui il y a quelques années quand on avait parlé du film 13, dont j'ai assez peu de souvenirs. Oui, j'avoue. c'est vrai. Il est né en 1970, c'est un des compositeurs, on va dire, importants du Broadway contemporain. Au moment où il fait Last 5 Years, il avait déjà, auparavant, composé Songs for a New World off-Broadway en 95, puis Parade en 98 à Broadway, pour lequel il avait eu le Tony Award de la meilleure partition. Après The Last 5 Years, il a donc notamment fait 13 en 2007, qui a donné un film une quinzaine d'années après. Bridges of Madison County en 2013, où il a eu également le Tony Award de la meilleure musique. Autre œuvre qu'on peut citer, Mr. Saturday Night en 2022. Et sa dernière comédie musicale, qui est une adaptation de Minuit dans le jardin du bien et du mal, s'est jouée à Chicago en 2024, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de nouvelles d'une potentielle arrivée à Broadway. Alors, The Last 5 Years, ça raconte les 5 années d'une relation amoureuse et c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie de son auteur. Et oui, puisque c'est inspiré par le mariage puis le divorce de Jason Robert Brown avec Teresa O'Neill. L'existence de Last 5 Years n'a pas arrangé leur relation, parce que O'Neill a poursuivi Brown en justice, arguant que l'histoire de la comédie musicale violait les accords de non-dénigrement et de confidentialité qui étaient stipulés dans leur jugement de divorce. C'est quelque chose de commun, ça, dans un jugement de divorce Peut-être quand c'est des artistes, des gens qui créent des œuvres. Ouais. Ça paraît curieux comme mention. C'est vrai. Puisque ça racontait une relation qui ressemblait trop à la leur, finalement. Et donc, si j'ai bien compris, Jason Robert Brown, de son côté, il a aussi poursuivi Teresa O'Neill pour atteinte à son travail, à sa processus créatif, quoi. Bon, ils ont passé du coup un accord à l'amiable. En gros, ça stipulait que Brown devait, par exemple, supprimer des choses qui permettaient d'identifier trop précisément Teresa O'Neill comme étant la source de ce personnage. Bon, ce qui est un peu absurde parce que finalement, tout le monde sait que c'est inspiré d'elle, donc... il y a un peu une sorte un peu d'effet Streisand, tu vois ce que je veux dire. Elle a essayé de dire tu peux pas parler de notre mariage, mais comme il a quand même créé l'œuvre c'est leur mariage. Ouais, c'est ça. Comme il a créé l'œuvre parce que c'est un artiste, il a bien le droit de créer une œuvre et donc c'est un peu paradoxal, c'est un peu comme les histoires dans le cinéma français de Arnaud Desplechin qui a raconté sa relation avec Marianne de Nicon. Enfin, il y a toutes des histoires comme ça, c'est assez fréquent. Mais donc, il a dû notamment retirer les allusions au fait que Cathy c'est le nom du personnage dans la comédie musicale, serait d'origine irlandaise et catholique. Du coup, c'est vrai que c'est pas mentionné dans la comédie musicale, alors que j'imagine qu'il y a une version où ça devait l'être. Et aussi, il a changé la chanson I Could Be in Love with Someone Like You, qui est devenue Shiksa Goddess, parce que dans la première version, il y avait vraiment des proximités très fortes avec le personnage, la personne de Teresa O'Neill. Alors, The Last 5 Years s'est monté pour la première fois à Chicago en 2001, dans une toute petite production.
quelques mots peut-être de ce contexte du début des années 2000. C'est une période de profonde redéfinition à Broadway, avec notamment, on en avait déjà parlé, le gros succès des producteurs qui va lancer une vogue de musical comique. Alors pour le coup, c'est pas vraiment la teneur de The Last 5 Years, mais on peut dire que, en tout cas, ça a quand même impulsé un élan créatif et une envie pour les producteurs de parier sur des œuvres un petit peu plus innovantes. On peut aussi parler du succès de Urinetown, également en 2001, qui traduit une appétence croissante pour des récits un peu satiriques, un peu décalés. Et aussi, on peut noter à la même époque le développement de plusieurs musicals intimistes. Et d'ailleurs, un Song for a New World, quelques années auparavant, était déjà dans ce format très, très réduit qui va caractériser The Last 5 Years. Donc on peut dire une conjonction de différentes tendances qui font que cette œuvre, à ce moment-là, reçoit un grand succès, puisque après la première représentation à Chicago, elle peut se monter off-Broadway en 2002. Avec une mise en scène de Daisy Prince, qui est la fille de Harold Prince. Étonnant. Étonnant, ouais. Je savais pas qu'elle était metteur en scène, mais après j'ai regardé qu'elle avait fait pas mal de choses. Donc les interprètes de cette version off-Broadway, ce sont Norbert Leo Butz, qui joue dans The Last 5 Years peu de temps avant d'incarner Fiyero dans Wicked, et Sherry Renee Scott. Je pense pas qu'on ait encore parlé d'elle dans le podcast, mais qui est quelqu'un qui est assez très installé à Broadway. Elle avait été déjà vue à Broadway en fait avant The Last 5 Years, dans des rôles secondaires, dans Tommy ou encore dans Aida. Elle a été nommée par la suite 2 fois au Tony et elle a joué récemment dans Little Shop of Horrors et elle a été, bon ça c'est un peu plus malheureux, la doublure de Christine Chenoweth dans Queen of Versailles. Donc elle a pas beaucoup joué. Immédiatement en tout cas, cette production est très bien accueillie avec d'excellentes critiques. Oui, mais par contre, ça joue pas si longtemps que ça, par rapport au fait que c'est devenu culte et qu'il y a eu beaucoup de productions au fil des années. La première version Broadway, finalement, n'a pas joué très longtemps, de mars à mai 2022. Et il y a eu le temps quand même de sortir un album en avril, le cast album, qui est de très grande qualité, que j'écoute souvent. Et cette production remporte le Drama Desk Award pour le Outstanding Music and Lyrics, donc pour la musique et les paroles, ainsi que 5 autres nominations à ces récompenses. Et donc, à noter qu'on va revenir dessus sur les caractéristiques de The Last 5 Years, mais c'est vrai qu'avec sa mise en scène minimaliste et son cast de seulement 2 personnes, cette comédie musicale a vite été adoptée par les community theaters, les spectacles universitaires, le monde du théâtre amateur aussi, puisque c'est facile à monter, entre guillemets, il n'y a quasiment pas de décor, très peu d'accessoires, etc. Puis il n'y a que 2 comédiens. Après, on va y revenir, c'est très difficile à bien faire. Mais en tout cas, sur le papier, c'est facile à monter, ça coûte pas beaucoup d'argent, quoi. Alors, autant pour des petites productions en voie de professionnalisation, ou simplement des productions à petit budget, ça me semble plutôt une bonne idée. Tu fais du cast réduit. Pour un spectacle de troupe ou de théâtre universitaire, c'est un peu ballot pour le coup. Je suppose que c'était pas le grand spectacle de fin d'année de la fac, parce que ça serait quand même un peu... injuste, du coup. Oui, un peu injuste. Mais j'ai lu que ça se faisait pas mal dans les universités, donc peut-être des petits projets parallèles du gros projet, j'imagine. Alors, justement, on va vous en dire un petit peu plus sur The Last 5 Years, en termes de quelles sont les grandes caractéristiques de cette œuvre et quels sont les premiers éléments d'analyse qu'on peut vous en donner. Alors, la particularité la plus marquante de l'œuvre, c'est sa narration complexe, puisque The Last 5 Years raconte l'histoire d'un couple, donc ça vous l'avez compris, mais les temporalités des 2 personnages sont déconnectées l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'homme, donc qui s'appelle Jamie, raconte l'histoire de manière chronologique, donc classique, de la rencontre jusqu'au divorce, tandis que la femme, Kathy, prend l'histoire à rebours. Elle commence donc à la rupture et remonte vers le bonheur des premiers instants de la relation. Alors, on rappellera que dans Last 5 Years, c'est pas la seule comédie musicale qui se déroule à rebours. On peut signaler notamment Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim, une comédie musicale de 1981. Mais ici, c'est d'autant plus complexe qu'on a un récit dans le bon sens et un autre à rebours. Donc, c'est pas évident à suivre, Je dois avouer que j'ai vu le spectacle à Londres sans avoir d'éléments de contexte. Heureusement, au moins qu'Anna m'avait dit qu'il y avait ce phénomène de narration dissociée. Je pense que c'est absolument indispensable de le savoir avant de commencer, quoi. Parce que c'est pas expliqué dans la pièce. Et ce que je comprends, sauf s'ils affichaient les années, par exemple. Ouais, ça serait pas mal. Moi, tu sais combien j'aime les choses explicites. Petit projecteur temporel, là, voilà. Il pourrait faire ça. C'est vrai que je me dis, par exemple, une voix off qui explique c'est naze, etc. Mais peut-être juste projeter les années, ça serait plus clair. Petit calendrier, quoi, à la base.
Donc cette structure est, comme tu l'as dit, difficile à appréhender. Après, une fois qu'on le sait, c'est assez habilement fait pour créer des échos intéressants et étonnants entre les différents stades de la relation amoureuse. Autre particularité, c'est que, en fait, à part un seul numéro, ce sont que des solos, finalement. Chaque personnage chante seul à chaque fois, même si dans la narration il est en train de s'adresser à l'autre membre du couple. La chanson, elle, est un solo. Exemple de moment où l'absence de l'autre personne est assez frappante. Par exemple, See I'm Smiling, qui est donc la 3e chanson. Kathy va accueillir Jamie. Elle doit faire un spectacle en Ohio, on va vous raconter ça. Mais bon, la relation est sur la fin, elle l'engueule, mais c'est vraiment elle qui chante tout le texte et le spectateur va combler les trous finalement des réponses de Jamie. C'est un peu la même chose sur la chanson If I Didn't Believe in You. Là, c'est un peu l'inverse, c'est Jamie qui engueule Kathy, voilà. Donc vraiment, on a cette absence de l'autre personnage qui est sans doute intéressante pour raconter le thème de l'histoire. Notamment, ça renforce l'idée que ces deux personnages qui ne parviennent jamais vraiment à communiquer et qui ne se voient jamais vraiment, quoi, qui connectent pas vraiment. Oui, c'est vraiment un choix de mise en scène puisque, comme tu l'as dit, à plusieurs moments, les solos ont bien pour fonction de parler à l'autre. Alors peut-être de manière imaginaire, mais dans certaines mises en scène, en tout cas, comme il me semble dans ce qu'on a vu à Londres, il y a des chansons où ils se parlent au téléphone pour s'adresser l'un à l'autre sans que l'autre ne soit présent physiquement sur scène. Donc on a quand même cette idée d'adresse, mais il n'est pas là, quoi, littéralement. On va revenir sur les différentes mises en scène où des choix différents peuvent être faits sur la présence ou non de l'autre membre du couple. Mais donc il y a une exception. C'est que les temporalités, comme vous en doutez, puisqu'il y en a un qui va dans un sens dans le temps et l'autre qui va dans l'autre sens, à un moment, les temporalités se croisent. Et donc, vers le milieu du show, au moment du mariage de Jamie et Kathy, avec la chanson The Next 10 Minutes, c'est le seul moment où ils vont vraiment chanter l'un à l'autre et où ça va être un véritable duo. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a que 2 comédiens sur scène. Alors, les œuvres avec aussi peu de personnages sont assez rares dans le domaine de la comédie musicale, notamment dans le domaine de la comédie musicale anglo-saxonne, parce qu'on avait cité quelques spectacles récents français, pour le coup, à 3 personnages. Mais pour en avoir à 2 personnages, j'ai fait des petites recherches. On peut en citer, il y en a d'autres. On peut citer la comédie musicale I Do, une comédie musicale de 1966 qui raconte également l'histoire d'un couple. Ou encore la comédie musicale de 2003, Thrill Me, The Leopold and Leb Story, qui a l'air d'être une comédie musicale autour d'une histoire de meurtre. Ou encore, plus récemment... Oui, ça m'a fait penser à la comédie musicale récente qui a ouvert à Broadway fin 2025, qui s'appelle Two Strangers Carry a Cake Across New York, et qui est un petit phénomène et qui va probablement recevoir pas mal de Tony Awards la prochaine cérémonie, et qui est pour le coup 2 personnages également. Alors The Last 5 Years, c'est une œuvre qui va donc s'efforcer, même si on va voir que c'est pas forcément complètement réussi de mon point de vue, de présenter 2 points de vue sur cette relation et qui va rechercher une certaine complexité dans la psychologie des personnages. En gros, pour les caractériser succinctement, Jamie, ça va être un personnage, donc il est écrivain, il est très ambitieux, il est très dynamique, mais il est aussi extrêmement égocentré et complètement focus sur sa carrière et sur son art. Tandis que Kathy, qui est une comédienne, chanteuse, qui veut faire carrière dans la comédie musicale, elle est très passionnée, mais elle est aussi très peu sûre d'elle et elle a du mal à voir réussir Jamie en tant qu'écrivain, alors qu'elle galère en tant que comédienne. Donc voilà, c'est une thématique assez classique sur la jalousie au sein du couple. Quand on est artiste, ça peut faire penser... Bon, c'est beaucoup plus extrême, mais par exemple dans Anatomie d'une chute, où le couple, les 2 sont écrivains et elle a plus de succès que lui, alors du coup ça crée des problèmes. Il y a eu un film il y a 1 an et demi, je crois, qui s'appelait Le Beau Rôle, un film français, où c'était aussi sur un couple, l'une est metteuse en scène, l'un est comédien, et le comédien choisit de ne pas jouer dans la prochaine pièce de sa compagne et va tourner dans un film, et ça crée des conflits. Voilà, c'est quand même une thématique qui revient assez souvent, puisque finalement les artistes aiment bien parler d'eux-mêmes et de leurs relations. Oui, ça m'a aussi un peu fait penser à Star is Born, sauf qu'ici on n'est pas dans le cas d'une chute, mais plutôt d'une absence d'ascension. Et que bon, dans Star is Born, on a moins, pour le coup, cette notion de jalousie. Mais voilà, j'ai pensé à Star is Born. Oui, et moi j'ai aussi pensé à Sunday in the Park with George. C'est pas exactement la même chose, mais on a quand même l'idée que l'obsession de l'artiste masculin en l'occurrence, donc George dans Sunday, son obsession pour son art est la cause de la fin de la relation, quoi. La relation ne peut pas tenir parce qu'il est vraiment obnubilé par ça. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même des échos thématiques assez importants. Voilà, sachez que The Last 5 Years, donc ça raconte une histoire d'amour. Sachez que c'est globalement
une relation assez toxique. Hein. C'est pas, voilà, ça raconte comment cette histoire d'amour échoue totalement parce qu'ils n'arrivent pas à connecter ensemble. Ils sont toujours pas là où il faut être à tel moment, etc. Tu me diras si tu es d'accord avec moi, Fanny. J'ai trouvé que la narration était assez cruelle pour le personnage féminin. Parce que, déjà par ce truc de temporalité inversée, on termine sur elle, qui est super heureuse de sa nouvelle relation, la chanson Goodbye Until Tomorrow. Mais comme on sait que ça va, nous, on sait que ça va mal se terminer puisqu'on a tout vu avant. Du coup, il y a quelque chose d'un peu cruel. Elle paraît naïve de croire en cette histoire. Et du coup, on dit pas, ah, c'est bien, elle termine sur une bonne note. On dit, elle se fourvoie. Elle se fourvoie et elle est partie pour 5 ans de galère, quoi. Ouais. Alors que lui, Jamie, même si il vient de vivre, voilà, la tristesse de la rupture, etc., bah, lui, il peut avancer vers autre chose. Là, sa dernière chanson, il dit goodbye à Cassie et puis il peut continuer sa vie. Alors qu'elle, par définition, elle est en train de repartir en arrière, quoi. Donc c'est un petit peu, je trouve, compliqué. Et du coup, même si on va y revenir quand on va un peu vous faire le récit de l'histoire à travers les chansons, même si le personnage masculin se comporte à plusieurs reprises comme un gros connard, que c'est dit explicitement, et voilà, j'ai quand même le sentiment qu'au final, il est valorisé parce que c'est un génie, quoi. Je sais pas si c'est un génie, mais en tout cas, c'est un artiste, il a créé une œuvre, etc. D'autant plus que c'est, bien sûr, l'alter ego de Jason Robert Brown, donc il veut bien, c'est toujours la même chose, c'est quand les artistes, notamment masculins, font leur autoportrait, à la fois, ils peuvent être très honnêtes sur les failles, les problèmes qu'ils ont eus, mais quand même, ils se présentent un peu comme des génies, un peu comme Bob Fosse dans All That Jazz. Ben oui, qui est un chef-d'œuvre par ailleurs, mais il y a ces deux choses à la fois, quoi. Ok, ils se regardent avec honnêteté, mais en même temps, regardez-moi me regarder avec honnêteté. Oui, bien sûr. Faut t'avouer à moitié pardonner. Oui, c'est ça. Et donc, finalement, il se présente comme l'artiste qui avance dans la vie, etc. Alors que Katie, dans cette relation, elle n'a pas accompli grand-chose et finalement, à la fin, elle se retrouve avec rien. Enfin, au début, elle se retrouve avec rien. Et elle n'a plus aucune place dans sa vie. Donc, je trouve qu'on sent que ça a été écrit par un mec, quand même. Bah, le truc aussi, c'est qu'on le voit, on y reviendra, hein, mais avoir des mots extrêmement durs. Et je trouve que c'est pas tellement reconnu par le récit. Enfin, c'est montré. Donc, il y a ce truc de oui, oh là là, j'ai eu des mots durs, mais il n'est pas condamné en quoi que ce soit pour ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas appuyé. Il nous montre son ignominie, mais il dit pas « Ouh là là, j'ai vraiment été un connard ». Après, il nous laisse, en tant que spectateur, spectatrice, ça, nous deux, on a réagi. Dans notre point de vue, c'est quand même Jamie est un gros connard. Au début, ça va, puis après, ça part en couille quand il commence à avoir du succès et que, voilà, il commence un peu à la mépriser. Enfin, donc, on l'a bien perçu nous-mêmes. Donc, c'est bien que l'œuvre nous laisse le percevoir. Mais c'est vrai que ça pose quand même question. Alors, concernant la mise en scène, comme vous l'avez compris, elle est la plupart du temps assez minimaliste, voire abstraite. Il y a quasiment aucun décor, il peut y avoir quelques accessoires éventuellement, mais je suis persuadée qu'il y a des versions où il y a même aucun accessoire. C'est vrai que c'est sûr que si on commence à mettre des décors, etc., à essayer de le mettre en scène de manière normale, ça va devenir bizarre. On se demande pourquoi il n'y a pas d'autres personnages, pourquoi on n'aperçoit pas la jante de Jamie, pourquoi on n'aperçoit pas les parents, pourquoi on n'aperçoit pas les amis, etc. Donc c'est logique qu'on reste en fait dans cette abstraction en termes de mise en scène. Et il y a aussi, donc comme on l'a dit, seulement 2 acteurs sur scène, hors musiciens. Cet minimalisme donne aussi parfois l'occasion du coup d'avoir les musiciens sur scène, puisqu'il y a la place de les mettre. Oui. Et ce cast extrêmement réduit impose assez souvent du star casting dans les 2 rôles. On va voir que dans les productions qu'on peut citer, c'est souvent des très très grandes têtes d'affiche. Et je voulais noter une dernière chose, c'est que dans la production originale, apparemment, j'ai pas trouvé beaucoup de sources, mais c'est Mickey Joe Theatre qui le dit. Donc je lui fais confiance. Si vous connaissez pas, c'est un YouTuber britannique qui fait plein de trucs sur toutes les comédies musicales du West End et de Broadway. Et donc il mentionne ça dans une de ses vidéos sur The Last 5 Years. Il dit que dans la production originale, il y avait apparemment une horloge en fond de scène. Donc, qui expliquait un peu cette histoire de passage du temps. Je sais pas si les aiguilles tournaient d'un sens ou dans l'autre, il précise pas. Ah, ça serait pas mal. Mais retour dans le passé. Ouais, du coup, ça introduisait ce thème du temps qui passe et ça pouvait nous aider à comprendre cette histoire de temporalité. Aussi bien qu'un calendrier, mais on s'en approche. C'est peut-être pas mal, mais je serais curieuse, j'ai pas retrouvé d'image de la production originale. Alors, quelques mots justement à la fois des chansons et du récit qui est articulé autour des chansons, le récit on va dire qu'on déduit de ce qui nous est présenté dans les différentes chansons. J'insiste sur le fait que c'est des chansons qui sont aussi très bavardes, donc de l'importance de bien comprendre les paroles du coup en anglais. Enfin voilà, ça peut être encore une fois assez difficile à saisir. En termes musicaux,
C'est assez varié. Il y a plusieurs genres musicaux qui sont mêlés dans les différentes chansons. Certaines vont avoir des inspirations un peu plus pop, d'autres jazz. On a même un peu de klezmer à un moment, musique latine, du blues, du rock. Donc on a un petit peu de tout. Alors si on remonte le fil du récit, on l'a dit, on commence par la fin et on commence par Cathy. On entre dans l'histoire de façon extrêmement poignante avec la chanson Still Hurting, dans laquelle Cathy, seule, constate la fin de son mariage. C'est une chanson assez déchirante, d'une très très grande tristesse, puisque Cathy, elle vient de comprendre que Jamie la quitte. Et elle semble vraiment sans espoir. C'est dès les premiers mots « Jamie's over and Jamie's gone ». On est vraiment dans la déploration. Et c'est un morceau de bravoure en termes d'écriture et aussi pour les interprètes de Cassie de modeler cette émotion-là. Et c'est intéressant. Les comédiennes vont plus ou moins dans les larmes, plus ou moins dans la retenue, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire, surtout que la chanson de ces est assez longue. Elles sont toutes assez longues finalement, avec beaucoup de textes. Et du coup, le déploiement de l'émotion au sein de la chanson est assez intéressant. Et c'est finalement assez peu courant de commencer une comédie musicale avec un moment aussi poignant, tout simplement, parce que les climax émotionnels, ils sont généralement pas au tout début des œuvres. Et non, et c'est d'autant plus un tour de force de réussir que ça soit très émouvant alors qu'on connaît pas le personnage et qu'on sait rien de ce qui s'est passé et on est quand même dévasté, quoi. Enfin, c'est très très efficace. Ça sort d'11 o'clock number au début à 7h30. Mais on va le redire, mais en fait, dans l'histoire de Cathy, on a vraiment le truc, on a la I Want Song à la fin. Enfin, c'est vraiment tout inversé, quoi. Et donc ensuite, flashback. On remonte immédiatement 5 ans plus tôt et on rencontre cette fois Jamie qui vient de rencontrer Katie. Enfin, ça, je n'ai pas bien saisi, j'avoue, depuis combien de temps ils se connaissaient. Mais en tout cas, il est en train de tomber amoureux d'elle. Et c'est donc la chanson Shiksa Goddess. C'est une chanson que je connais depuis des années, j'avais jamais regardé ce que voulait dire Shiksa. Je sais pas pourquoi, ça me paraissait un mot un peu exotique, je trouvais ça joli, j'ai jamais cherché, mais là, pour l'épisode, j'ai cherché. Le mot Shiksa, ça désigne péjorativement, en yiddish, une femme non juive, plus spécifiquement lorsqu'elle est fiancée ou mariée à un homme juif. Donc, outre que ça raconte le début de cette histoire d'amour, ça raconte aussi la culture familiale juive de Jamie. Les premières paroles de la chanson, c'est « I'm breaking my mother's heart », parce qu'on suppose que sa mère aurait voulu qu'il épouse. Et donc, ça vous place le contexte. Voilà, tout de suite, la mère juive, enfin voilà, t'as tous ces trucs-là. Ça aussi, c'est vraiment une super chanson et qui place un peu la caractérisation très dynamique du personnage de Jamie et de cette relation qui commence a priori sous de bons auspices. Alors ensuite, on retourne vers la fin de leur relation. Enfin, pas la fin exacte, mais vers la fin. Et donc, on est le jour de l'anniversaire de Cathy. Il l'a quand même pas quitté le jour de son anniversaire, quand même. Il a cette classe. On est cette fois dans l'Ohio avec la chanson « See, I'm Smiling ». Cathy essaye de réparer les fissures dans leur mariage, ou en tout cas de se convaincre que ce mariage a encore de l'avenir, alors même que Jamie, qui est venu la voir dans l'Ohio, est sur le point d'être rappelé à New York et à sa carrière pleine de succès. Là aussi, c'est vraiment intéressant pour une actrice, je trouve, parce que elle passe de la joie de voir son mari qui est là, et quand elle comprend qu'il va pas pouvoir rester, elle croit qu'au début qu'il va partir le lendemain, puis finalement il lui dit qu'il va même pas venir la voir dans sa pièce, qu'il doit repartir déjà, et elle s'effondre, et puis après elle lui crie dessus, enfin voilà, elle dispute. C'est là aussi une progression au sein de la chanson de différentes émotions qui est assez forte. Alors, on voit ensuite Jamie plus jeune discuter de son livre avec un agent littéraire, un sorte de petit moment qui fait la transition vers la chanson suivante, qui est une chanson qui s'appelle Moving Too Fast, dans laquelle Jamie raconte finalement combien tout lui réussit à ce moment-là. Donc on imagine que c'est les suites de cette conversation avec l'agent, que ça va très très vite, que son livre est publié et qu'il va avoir du succès. Et c'est au même moment où il va emménager avec Cathy. Donc tout se passe extrêmement bien pour lui. Il est super content. Ouais, donc chanson hyper enjouée, j'aime vraiment beaucoup cette chanson, elle est très entraînante, on est vraiment dans l'enthousiasme de ce jeune homme, on sent l'exaltation du personnage dans ce moment où, comme tu l'as dit, tout s'accélère dans sa vie, il est amoureux, il a du succès. On sent aussi un petit peu son côté coquille, quoi, qui se la raconte un peu, mais à ce moment-là de l'histoire, c'est plutôt sympathique. Il y a une chose intéressante, c'est qu'il va reprendre la partie de la mélodie de I'm Still Hurting, donc la toute première chanson dont on a parlé. Mais cette fois-ci, c'est Jamie qui chante I Keep Rolling On. Donc il explique
il y a des gens qui comprennent rien à la vie, qui qui savent pas faire les choses, mais moi je continue, moi je réussis, etc. Enfin, voilà. Un truc un peu là aussi égocentré. Et surtout, comme c'est une reprise, voilà, il y a un truc un peu cruel de comparer en fait ce moment où il est en mode yes, tout me réussit dans la vie, alors que c'est la même mélodie que la chanson de dévastation absolue de Cathy, quoi. Et pour continuer les comparaisons, on va dire amères, on a ensuite Cathy plus âgée qui passe un coup de fil à son agent. Et au contraire du coup de fil, on va dire prometteur que Jamie avait passé à son propre agent quelques minutes plus tôt, ici on comprend que la carrière de Cathy ne se déroule pas comme prévu. Elle lui dit est-ce que tu as vu les bonnes reviews que j'ai eues dans ma dernière pièce, mais visiblement l'agent n'en a pas grand-chose à faire et trouve que sa carrière ne décolle pas comme il serait souhaitable. Et bien justement, alors que cette carrière stagne, Cathy assiste à la soirée de lancement du livre de Jamie. Alors là, j'ai pas tout à fait compris si c'était le premier livre ou un autre livre. Je pense en 5 ans. Je pense que c'est un autre. Il a quand même écrit plusieurs livres. Donc voilà, un nouveau succès. Et à ce moment-là, elle chante le fait qu'il la néglige au profit de son écriture, tout en essayant aussi finalement elle-même de se rassurer en se disant que aimer cet homme est peut-être suffisant. I'm part of that, c'est la chanson. Finalement, qu'elle pourrait se contenter d'être en quelque sorte un peu le moteur de sa création à lui. Enfin, c'est un petit... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça m'a fait un peu penser à Love Kernel, sur le principe de se contenter des miettes, tu sais. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence à Crazy Ex-Girlfriend. Ça faisait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, ouais. On fait plus notre truc, là, 1, 2, 3. Crazy Ex-Girlfriend. Oui, c'est un peu triste, ça. Elle se dit, mais en fait, c'est génial d'être la muse, en quelque sorte, c'est ça, ou l'accompagnatrice d'un artiste, quoi. On peut comprendre que ça soit gratifiant, mais en même temps, ça ne fait qu'accroître sa dépendance à Jamie, quoi. Vient ensuite, alors, une sorte de spectacle dans le spectacle. C'est une chanson qui s'appelle The Shmuel Song. Shmuel, je crois qu'il dit. Shmuel Song. Plutôt un moment de tendresse entre nos deux personnages. Vous aurez compris, du coup, que là, on est remonté dans le passé. On est plus précisément, alors ça je l'ai lu après sur Wikipédia, aucun élément je trouvais me permettait de dater ça à leur deuxième Noël. On voit que c'est à Noël. Ouais, mais t'as un conte de sapin pour dire que c'était le deuxième. Donc, ils célèbrent leur deuxième Noël et à cette occasion, donc Jamie raconte à Cathy une histoire, une sorte de fable, voilà, qu'il a écrite sur un vieux tailleur nommé Shmuel. Et il offre donc à Cathy, en cadeau de Noël, une montre en lui promettant de la soutenir alors qu'elle poursuit ses rêves. Et il l'encourage vraiment à poursuivre dans sa carrière de comédienne. Oui, et donc dans l'histoire que raconte Jamie, il est question aussi d'une horloge. Hein. C'est une histoire sur le temps qui a passé, le fait de ne pas perdre de temps pour réaliser ses rêves, etc. Et donc ça renvoie bien sûr au motif du temps qui passe qui est central dans The Last 5 Years. C'est un numéro que j'ai bien aimé, je n'avais aucun souvenir que ce numéro existait. Et quand on l'a vu sur scène à Londres, j'ai trouvé chouette. La chanson est sympa, il y a vraiment cet effet un peu incongru de tout d'un coup qui se met à raconter. On imaginait un auteur new-yorkais qui raconte des histoires, j'en sais rien, de cul, de machin, de jeunes gens qui vivent à New York. Et là, il invente une fable un peu old school, juive. Enfin, voilà, il y a vraiment un effet comique de ce récit. On est soudain transporté dans un violon sur le toit, quoi. Ouais, avec justement les accents klezmer de la musique. Je me demande, est-ce que la judéité du personnage n'avait pas plus d'importance au début du développement de la pièce, notamment en opposition à sa non-judéité à elle, et que peut-être quand il a dû effacer certains des aspects c'est possible, directement biographiques, voilà, que ça serait un peu une trace de ce que c'est. Enfin, j'en sais rien. Mais... Ouais, bonne question. Après, j'aime bien que ça soit juste une part du personnage qui ressurgit à certains moments et qui n'est pas central non plus. Les auteurs névrosés ne sont pas Woody Allen. Hop, c'est dit. Après, Jason Robert Brown, il a évoqué à plusieurs reprises dans plusieurs de ses œuvres le judaïsme, enfin son rapport à la judéité. Dans 13, ça en parlait. Il y a bien une bar mitzvah. Bah oui, ce que j'allais te dire. Ouais. Et puis il y a Parade, qui est une histoire de lynchage antisémite tirée d'une histoire vraie, etc. Donc c'est quand même assez important dans son œuvre. C'est vrai que là, c'est des petites notations. On se dit tiens, il est de culture juive. C'est pas central dans sa vie, mais ça revient de temps en temps, notamment à ce moment-là, qui est quand même assez marrant. Ensuite, on retourne plus tard dans leur relation et on va dans l'Ohio, puisque la chanson s'appelle A Summer in Ohio.
Et donc, Cathy est alors dans une troupe de comédie musicale. Donc, on imagine que c'est même très précisément de ces fameux summer stock, les productions d'été de comédie musicale, qui sont donc des productions locales, parce que c'est aussi l'idée que voilà, elle trouve du travail, mais seulement en Ohio et non pas à New York, là où elle rêve de percer, donc à Broadway. Et donc, lorsqu'elle est dans cette troupe, elle écrit à Jamie, elle lui décrit sa vie qu'elle juge décevante en Ohio, entourée de collègues excentriques, artistes, on va dire, dans toute leur splendeur. Ouais, j'adore cette chanson. C'est vraiment très drôle, en fait, les commentaires de Cathy sur son quotidien, sur ses galères, sur les gens avec qui elle vit, lorsqu'elle parle d'un de ses collègues qui joue à la fois le rôle de Tévier, donc Tévier dans Un violon sur le toit, et le rôle de Porgy. C'est un peu problématique de pouvoir jouer ces deux rôles. Porgy, a priori, est plutôt afro-américain. Enfin, cette phrase est quand même assez drôle. Tous ces commentaires sont amusants, ça figure bien. Je trouve ces moments de stagnation où on est à un endroit, on sait pas trop pourquoi on est là, mais bon, c'est notre métier, on avance quand même parce qu'il faut bien avancer. Et ça fonctionne plutôt bien. Et à la fin de la chanson, on a plusieurs indices sur où on en est dans la narration, puisque notamment elle dit qu'elle a vu le livre de Jamie dans une librairie. Elle dit tiens, est-ce qu'il faut que je l'achète? Enfin, il y a une blague autour de ça. Et après, à la toute fin de la chanson, elle dit qu'elle s'appelle Mrs. Jamie Wellestin. Donc là, ça nous indique que ça se situe juste après leur mariage. D'où que la chanson suivante, c'est le mariage. Et ben voilà, passage suivant, Jamie est assis avec Cathy à Central Park. Il la demande en mariage et pour la première fois dans la comédie musicale, ils vont chanter ensemble, donc la chanson The Next 10 Minutes. Ils se marient, échangent leurs vœux et se promettent de rester ensemble pour toujours. Ironique parce que le spectateur sait bien que non. Oui, donc il y a d'abord la demande en mariage qui est un solo de Jamie et ensuite le mariage qui est le moment vraiment duo. Même s'il y a d'autres moments où leurs voix se mêlent, notamment dans la deuxième partie de la pièce dont on va parler, où il y a des moments où leurs voix peuvent se superposer. Mais une chanson où vraiment ils vont s'adresser l'un à l'autre, c'est la seule. Il me semble que c'est ensuite justement deux chansons qui sont chantées l'une après l'autre, enfin ou de façon presque imbriquée. Je me souviens plus très bien, j'avoue. Donc les deux chansons, c'est A Miracle Would Happen et When You Come Home to Me, respectivement chantées par Jamie et par Cathy. Alors A Miracle Would Happen, là c'est le moment où on commence à se dire que Jamie est un peu un connard quand même. Bah oui, même un peu brusquement là, je trouve. Oui, parce que juste là, bon, il avait ce côté un peu égocentrique, un peu je suis un petit génie, nanana, mais bon, ça arrive quand on est jeune. Oui, c'est ça. Mais alors là, tout d'un coup, il se plaint que depuis qu'il est marié, toutes les femmes s'intéressent à lui et il peut plus les avoir, sniff sniff. Non mais ça va quoi. Bah oui. Oh là là, le pauvre. Bah franchement sur scène, moi j'ai trouvé ça un peu étrange même. Oui, ouais, je suis pas très fan. C'est presque enfin ouais, c'est trop extrême comme revirement, enfin d'autant qu'évidemment c'est juste après qu'il a juré fidélité, enfin voilà, le mariage, ça fait un peu tarte à la crème pour le coup. Enfin, oui, c'est pas crédible en vrai. Je trouve ça trop cliché. Pas très subtil, on va dire. Et donc, parallèlement à ça, Cathy, elle, qui se situe temporellement avant leur mariage, elle passe des différentes auditions pour des comédies musicales. Et dans ces auditions, en fait, la chanson qu'on entend, When You Come Home to Me, c'est sa chanson d'audition. Qui est une chanson pour le coup très classique, très chanson romantique de comédie musicale des années 50. Ça fait un peu Rodgers and Hammerstein, c'est très lyrique, naïf dans l'écriture. Et donc évidemment, ce contraste entre A Miracle Would Happen et When You Come Home to Me, là aussi, est assez amer finalement sur leur relation. Là, j'ai un petit doute sur le Climbing Uphill audition séquence de Cathy. C'est là où on a l'espèce de mise en abîme où elle raconte ses auditions à dire il y a 10 000 filles comme moi. Et... Ouais, c'est ça. Ok. Bah donc justement, à ce moment-là, elle exprime la difficulté d'essuyer refus après refus en audition et se plaint en fait à Jamie de devoir faire face à tout cela. Et je trouve que c'est assez drôle justement quand elle commente un peu les galères des auditions et notamment, en fait, pendant qu'elle auditionne, elle est en train de chanter When You Come Home to Me, donc la fameuse chanson dont on parlait. Et en fait, elle se met à chanter sur la mélodie de When You Come Home to Me, à commenter... C'est un triqué, quoi. Enfin, exactement. Et elle est en train de passer une audition et elle dit « Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il regarde mon portfolio au lieu de me regarder? Est-ce que j'ai dit une connerie? Oh là là, j'ai fait une fausse note. » Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle dit. Mais elle commente en chantant la chanson. Ce passage est vraiment très, très drôle. C'est rigolo parce que c'est presque un procédé de voix off. Oui. Pour le coup, en spectacle vivant, mais absolument. de dissociation du personnage, en fait. Ouais, ça, je trouve que c'est un des passages vraiment très amusants. Oui, donc on est à un moment où on voit cette problématique qui court dans toute la pièce finalement sur... elle cherche à faire
carrière par elle-même parce qu'elle peut pas se contenter de juste être la suivante, je sais pas comment dire, de Jamie, quoi. Donc c'est toute la problématique est là. Dans la chanson qui suit, If I Didn't Believe in You, Jamie parle à Cathy au téléphone et essaie de la convaincre qu'il n'y a rien entre lui et son éditrice. Oui, il y a ça. Et puis après, il y a tout le passage où Jamie demande à Cathy d'aller avec lui à une soirée professionnelle importante. Et en fait, elle va refuser. Et ça va amener toute une dispute. Là encore, où cette dispute, là pour le coup, ne se racontait que du point de vue de Jamie. Et à ce moment-là, il accuse Cathy de ne pas le soutenir dans sa carrière simplement parce que la sienne est en échec. Donc c'est là où il a des mots extrêmement durs face à l'insuccès, si on peut dire, de sa femme. Et à ce moment-là aussi, de façon ambiguë, c'est peut-être ça qui le sauve finalement. C'est que il lui dit qu'il le croit en elle. Oui. Et que grosso modo, il faut pas qu'elle désespère, mais il lui fait quand même remarquer que elle a fait qu'échouer, quoi. Enfin, tu vois, c'est un petit peu pervers comme. Mais je trouve un peu, j'ai du mal à cerner cette chanson. Et ça dépend aussi un peu des interprètes. Mais le côté, mais oui, je crois en toi, tu peux y arriver, machin, mais en même temps, enfin, je sais pas, j'aime pas trop Jamie dans cette chanson. En mode, si je te dis que là, faut pas rester comme une grosse merde, c'est parce que je sais que tu peux faire mieux. Oui, exactement. Ambigu, passif-agressif. C'est condescendant. Il lui dit qu'elle doit se reprendre, qu'elle peut pas se morfondre sans cesse. Du coup, il l'accuse d'être jalouse de sa réussite, c'est que ça fait du mal à leur couple. Et donc, il y a les mots, comme tu disais, quand même assez durs, quand il dit I will not fail so you can be comfortable. I will not lose because you can't win. Ouais, c'est ça qui m'a marqué, ouais. Ça, c'est hard. En plus, c'est une super phrase, c'est hyper frappant, quoi. T'es là, wow. Ça, c'est... Waouh. Ah ouais, il a dit ça, quoi. Ça, oui. Et c'est hyper dur. Ça représente peut-être une réalité de leur relation, en quelque sorte, etc. Mais c'est vraiment un moment très, très dur. On sent bien que là, ça... Enfin, après une conversation comme ça, je vois pas comment une relation peut tenir. Et là encore, jeu des contrastes avec la chanson qui suit, I Can Do Better Than That. Ouais, c'est ma préférée, je pense. Je l'ai bossée en cours de chant, je l'ai même chantée sur scène, cette chanson. Il y a une vidéo YouTube qui existe. Alors, non, la vidéo n'existe pas. Enfin, la vidéo existe sur mon ordinateur, mais je l'ai pas mis sur YouTube. J'ai regardé, c'est vrai que c'était pas ma plus brillante. Mais je me trompe pas dans les paroles, donc peut-être je pourrais la mettre quand même. Et donc, dans cette chanson que tu as interprétée, on voit une Cathy plus jeune en compagnie de Jamie au moment où il va rencontrer ses parents. Oui, et donc elle lui parle de son parcours depuis la ville où elle a grandi, de son arrivée à New York, et puis elle s'enthousiasme à l'idée de cette relation avec Jamie, là, qui donc en est à leur début. Et elle lui propose notamment d'emménager ensemble. C'est vraiment la chanson d'une jeune femme qui a la vie devant elle, quoi. J'aime bien cette énergie. C'est je veux vivre autre chose que cette vie, quoi. C'est la I Want Song, vraiment, où elle dit qu'elle veut quelque chose de grand dans la vie, qu'elle veut vivre une grande histoire d'amour, qu'elle veut créer de grandes choses. Enfin voilà, il y a un truc de l'énergie de la jeunesse qui est très fort. Et donc, cette I Want Song, logiquement, dans le récit de Cathy, arrive quasiment à la fin. Et là encore, on va avoir des jeux d'écho et de reprise de mélodies entendues auparavant. Oui, par exemple, très intéressant, le passage You and nothing but you. Ça fait écho à un passage qui est presque identique dans la chanson See I'm Smiling, dont on a parlé au début, quand elle s'engueule parce qu'il est venu la voir, mais finalement il doit repartir. Mais le sens de ce You and nothing but you est complètement différent. Puisque dans See I'm Smiling, elle lui disait ça pour pointer son égoïsme, en fait. C'est-à-dire, tu ne penses qu'à toi et seulement à toi. Alors que dans I Can Do Better Than That, c'est l'inverse, c'est très positif. Ça montre qu'elle est vraiment, elle ne pense qu'à lui, qu'elle est très amoureuse, qu'elle ne veut que lui. Elle veut lui et seulement lui. Et vraiment, le retournement de sens de cette formulation, finalement très simple, c'est juste you. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ouais, c'est assez brillant parce que ça montre aussi subtilement comment les mêmes mots, les mêmes faits, les mêmes gestes, dans des contextes différents, peuvent avoir des significations bien dissemblables. Carrément. On flash forward donc cette fois vers la fin de leur relation et on a donc Jamie qui se réveille par hasard aux côtés d'une autre femme et chante la chanson Nobody Needs to Know. La chanson de l'adultère. Là, c'est vraiment... Bouh. On est passé de l'autre côté. Bouh, Jamie, connard, voilà. Alors, bien évidemment, il tente de justifier ses actes. Il reproche à Cathy d'avoir détruit leur relation. Et Jamie, pleine de bonnes résolutions, il promet de ne pas mentir à cette nouvelle femme et lui dit « Je pourrais être amoureux de quelqu'un comme toi. » Exactement de la même façon qu'il l'avait dit à Cathy dans Chicago Death. Quel connard. Là, c'est là où vraiment il s'enfonce, quoi. Jusque-là, on pouvait le sauver. Mais là, là, c'est clairement la fin, quoi.
Donc cette chanson d'adultère, il y a un hommage qui est assez amusant dans Hamilton, puisque Lin-Manuel Miranda a glissé la phrase musicale « Nobody needs to know » dans un numéro de Hamilton qui se déroule aussi dans un contexte d'adultère. Et enfin, la chanson finale, Goodbye Until Tomorrow et I Could Never Rescue You, chantées respectivement par Katie et par Jamie. Et oui, et donc ce qui est aussi là plutôt habilement fait, c'est qu'on a la résonance de deux goodbye. En fait, on a le goodbye de Kathy, ce goodbye qui veut dire à demain simplement, qui est un goodbye d'espoir et de bonheur, de se revoir plus tard, etc. Alors que le goodbye de Jamie, lui, il veut tout simplement dire adieu. Donc voilà, il y a un parallèle là aussi assez déchirant et amer, encore une fois, au détriment du personnage féminin. Alors, maintenant que vous avez bien raconté l'intrigue, que vous avez peut-être à peu près compris de quoi ça cause, quelques mots des différentes productions qui ont eu lieu de cette œuvre. Alors, on ne sera pas exhaustive, hein, mais on va en signaler quelques-unes. On peut déjà signaler un revival toujours off-Broadway après la première production, donc en 2013, pour simplement quelques dates, avec Adam Cantor et Betty Wolfe. Adam Cantor, qui est un comédien que j'aime bien et que j'avais rencontré. Oh. Il était venu une fois à Paris faire une masterclass avec American Theatre Live, dont on va parler juste après. Il y avait des gens qui venaient chanter pour qu'il leur fasse des retours et des gens qui étaient juste là comme spectateurs. Moi, j'étais venue juste comme spectatrice. Et il leur faisait des retours sur l'interprétation. C'était trop bien. Ouais. Et après, on était allé boire des verres et il était hyper sympa. Voilà. Très bien. Et donc, justement, The Last 5 Years s'est joué à Paris également, à l'Auguste Théâtre, en juillet 2013, et c'était donc une production de American Musical Theatre Live Paris, donc qui est une super association qui organise, si vous connaissez pas et que vous êtes sur Paris, ils organisent des masterclass, donc ils font de la formation en chant, en danse, en comédie, etc. Et ils organisent des super open mic aussi, où on peut venir chanter des chansons de comédie musicale. Et puis ils font régulièrement des productions, soit de concerts avec des chansons de comédie musicale, soit carrément de comédie musicale. Moi, j'avais vu Songs for a New World, justement, une des premières comédies musicales de J. Robert Brown. Je l'avais vu à Paris par AMT Live, c'était trop bien. Et The Last 5 Years, donc ils l'ont fait avec une mise en scène de Stéphane Lee Kuang, et oui. Hey. Le réalisateur de Dans la cuisine de Nguyen, dont on vous a dit beaucoup de bien il y a quelques semaines. Dans cette production parisienne, il y avait Miranda Crispin et Jonathan Wagner. Mais voilà, celle-là, je l'avais pas vue. Je me souviens très bien de quand ça jouait, mais pour une raison ou pour une autre, je l'avais ratée. Alors, on va ensuite faire un petit focus sur le film de 2014, puisque The Last 5 Years a été adapté en 2014 en film de cinéma. Précisons donc que ça a été adapté, on va dire, et réalisé par Richard Lagravenese, je sais pas comment on prononce son nom. Donc Richard Lagravenese, c'est surtout un scénariste en fait qui a collaboré avec des grands noms comme Clint Eastwood, Robert Redford, Alfonso Cuarón, etc. Il est aussi réalisateur, il a pas fait des chefs-d'œuvre en tant que réalisateur, notamment il a fait un film dont j'ai un très mauvais souvenir qui s'appelait P.S. I Love You avec Hilary Swank, qui était une espèce de mélo ignoble. Bon, peut-être que je serais plus indulgente aujourd'hui, mais j'avais trouvé que c'était très mauvais. Mais bon, là, il a vraiment porté ce projet à bras-le-corps, qui est qu'un film très indépendant, etc. Et comme deux vedettes de ce film, on a deux stars musicales un peu au sommet de leur carrière, en tout cas musicale de l'époque, Anna Kendrick et Jeremy Jordan. Oui, Anna Kendrick, elle était déjà connue du grand public pour Twilight et pour le premier Pitch Perfect. Et elle a tourné The Last 5 Years juste avant d'incarner Cendrillon dans Into the Woods. Et Jeremy Jordan, lui, c'est seulement son deuxième rôle au cinéma, c'est peu de temps après son apparition dans Smash. Mais en revanche, il était déjà très connu à Broadway comme jeune star montante, notamment pour Bonnie and Clyde et pour Newsies. Donc, ce film, dans l'esprit du show, il est lui aussi fait dans une optique plutôt, une économie réduite, peu de moyens et une recherche relativement minimaliste sur la production, puisque c'est tourné sur 21 jours, à New York, bien sûr, où se déroule principalement l'action de The Last 5 Years. À noter qu'il y a une petite apparition de Jason Robert Brown qui joue un pianiste pendant une audition de Cathy. Ah ouais. Et il y a aussi, mais je connais pas bien, mais il y a plusieurs interprètes de Jamie et de Cathy au fil des années qui ont des petits rôles dans... Alors, comme vous le savez, les personnages secondaires sont quasiment inexistants. Mais là, comme ils apparaissent à l'image, on voit apparemment, il y a Betsy Wolfe, etc. Enfin, il y a quelques... Et aussi la femme de... Enfin, sa deuxième femme de Jason Robert Brown, parce que je pense que la première, il lui parle plus. Voilà, il y a des petits caméos, quoi. Alors, pour parler un peu de la manière dont cette pièce est adaptée au cinéma,
Évidemment, quand on passe au médium cinéma, on peut pas se permettre d'être aussi minimaliste qu'au théâtre. Ils allaient pas mettre un écran noir et 2 comédiens devant, ça n'aurait pas trop de sens. Donc, évidemment, on fait quelque chose de plus réaliste, entre guillemets. Donc, le couple va être présent ensemble à l'écran. Si I'm Smiling, tout ça, à chaque fois, quand ils s'engueulent, l'autre est là. Parce que au cinéma, ça passerait pas du tout. Et il y a aussi d'autres personnages qui apparaissent, mais la structure narrative reste absolument la même. Le film aussi, le dispositif même du film simplifie la compréhension, déjà parce que le recours au flashback, c'est quelque chose de plus naturel, de plus courant au cinéma qu'au théâtre. D'ailleurs, à cette occasion, on s'est interrogé sur les occurrences de flashback au théâtre et notamment l'ancienneté du procédé du flashback au théâtre. Si jamais vous avez des informations sur ce point, mais c'est vrai parce tout à fait preneuse. Ouais, parce que j'ai cherché genre flashback au théâtre et tout ça, et en fait, dès que tu cherches le flashback, on te dit que c'est un procédé de cinéma et télévision. Ouais. Lié au montage. Pourtant, il pourrait y avoir des retours dans le temps au théâtre, ça serait possible. Après, c'est plus dur à faire parce qu'il faut faire un changement de costume, un machin, isoler, mettre en place un truc qui t'explique que c'est un flashback. Mais ça pourrait. Et pourtant, c'est vrai que j'ai peu d'exemples de flashbacks théâtraux. Mais ça doit exister si vous avez des exemples. Ouais, dites-nous. Là, déjà, c'est admis, le flashback. Et en plus, il y a des effets très faciles de changement de décor, de changement de costume, de changement aussi de coiffure des comédiens qui permettent plus facilement d'identifier immédiatement les différents moments de la narration, tout simplement. Et tout ça, c'est plus facile, en tout cas au cinéma qu'au théâtre. On peut noter notamment dans le film un jeu sur la colorimétrie des costumes qui sont de plus en plus foncés à mesure qu'ils progressent temporellement dans leur relation et donc ils avancent vers la rupture. Et on le voit d'autant plus cette évolution que comme on switch d'époque en époque, on peut avoir une rupture vraiment, par exemple, costume, coiffure et maquillage, c'est assez frappant sur la différence de look de Jeremy Jordan. Entre la séquence Si I'm Smiling, où il se fait engueuler, il s'engueule avec Cathy, et juste après où il est Moving Too Fast, en train d'être hyper joyeux, il est en sweat, là, en ado à moitié. Alors là, on voit les 5 ans qui sont passés, c'est très bien fait, j'ai trouvé. Anna Kendrick aussi, elle change un peu de couleur de cheveux, non? J'ai l'impression de coiffure. Oui, absolument. Elle a une coiffure bizarre d'ailleurs. Ils lui ont fait des espèces de boucles, ça lui va pas super bien. Et donc, il y a aussi donc cette idée d'intégration de l'autre membre du couple dans les différents monologues chantés, qui fonctionne, je trouve, pas trop mal. Par exemple, dans Shiksa Goddess, donc c'est la chanson qui est chantée directement de Jamie à Katie, et c'est même plus ou moins au milieu d'une scène de sexe, tu vois ce que je veux dire, ils sont en train de rentrer à l'appartement, ils s'embrassent, et ils lui chantent ça. Ça fonctionne pas mal, je trouve. Ouais, ça fonctionne très bien. Il y a aussi des ajouts de dialogue pour que ce soit plus réaliste, notamment dans les fameuses scènes de dispute. Si I'm Smiling et If I Didn't Believe in You, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il s'énerve tout seul. Même si, donc sur Si I'm Smiling, je trouve que ça fonctionne très bien. Et sur If I Didn't Believe in You, finalement, ils ont très peu rajouté de dialogue à Anna Kendrick et elle reste silencieuse. Elle se chope tout ce qu'il lui dit là, qui est ultra violent, et son visage se ferme et tout. Ils n'ont pas trop rajouté de dialogue, mais ça fonctionne parce que tu sens qu'elle elle est complètement abasourdie et abattue, quoi. À la fin de la scène, elle sort, elle claque la porte et il y a pas besoin de plus et ça fonctionne pas trop mal. Oui, elle est tellement elle s'en prend tellement plein la gueule qu'elle a même pas de quoi répliquer, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et du coup, parce que dans Si I'm Smiling, il y a un peu plus de réponses de Jamie, et là, ils ont pris le parti pris différent et ça fonctionne aussi. Donc il y a plusieurs possibilités finalement d'adapter tout ça. Et puis de manière générale, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté aussi plus de montage entre les deux personnages. C'est-à-dire quand c'est une scène qui est dédiée à un personnage, tu vas avoir quand même s'ils sont pas en présence l'un de l'autre, tu vas avoir un montage avec l'autre personnage qu'il est en train de faire à ce moment-là, etc. Pour vraiment garder le contact avec les personnages, avec les deux à chaque fois, quoi. Ouais. Et on peut noter aussi parfois une espèce de volonté d'inscrire diégétiquement les chansons, ou en partie. Par exemple, dans la chanson I'm Part of That, il y a un passage où elle chante plus ou moins la chanson à des journalistes, tu sais, qui sont avec leur dictaphone. Ça fait assez artificiel ce moment-là. Elle est suivie par un travelling où elle passe de dictaphone en dictaphone et elle leur explique qu'elle s'épanouit dans cette condition de muse, grosso modo. Et j'ai trouvé ça... Pourquoi pas, mais un peu artificiel. En termes de mise en scène, c'est pas, y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que les choix sont assez cohérents, comme le fait de favoriser des plans assez longs qui nous permettent de nous attarder sur les visages des protagonistes. C'est très notable dans la première séquence, Still Hurting, où c'est pas un plan séquence, mais presque, vraiment, on suit Anna Kendrick, on tourne autour d'elle, on s'approche de son visage.
C'est pas mal aussi parce qu'on la voit finalement se déplacer dans cet appartement vide. Je me faisais la réflexion que ces déplacements sont assez inutiles pour le coup en termes de... Mais peut-être pas finalement parce que ça montre combien elle est en train de errer en fait. Oui, elle est désœuvrée, elle sait pas quoi faire, carrément. Il y a beaucoup de caméras à l'épaule, dans un style cinéma qui se veut réaliste, intimiste. C'est notamment le cas sur Shmuel Song, sur The Next 10 Minutes. Il y a aussi parfois même des Dutch angles. Je sais pas si t'as remarqué, tu sais, les plans où le cadrage est décalé, oui. Enfin, il est pas parallèle à la ligne d'horizon, quoi. Bon, c'est peut-être un peu trop facile, hein, ce côté, montrer le déséquilibre, montrer le malaise dans la relation. Mais dans l'esthétique globale du film, ça va, ça marche, quoi. À noter que dans le genre passage au cinéma qui permet de faire des trucs un peu différents, on a Moving Too Fast qui va devenir un numéro déambulatoire où Jamie passe par plein de décors différents. Il est dans un parc, il est dans les rues de New York, il est dans le bureau de son agent, il est dans son appartement, etc. Et oui, là, du coup, finalement, on est assez classiquement dans un numéro de conquête. Hein. Enfin, on avait souvent parlé de personnages qui partent à la conquête d'un espace, d'un lieu. Bah, ici, il embrasse finalement New York ouais, c'est ça. Dans ce numéro. Donc, on est sur quelque chose de très classique cinématographiquement. Ouais. Oui, c'est pas mal. À la fin, il arrive, il fait, donc la dernière phrase, c'est reprendre. I've got a singular impression, things are moving too fast. Et genre, il pose son sac dans le bureau de l'agent. Enfin, il y a un truc vraiment très, ça scande la scène, c'est pas mal. Et Summer in Ohio aussi, j'ai trouvé assez sympa. Donc au début, c'est vraiment, elle lui raconte ce qui lui arrive en Ohio. Dans le film, c'est présenté, non pas elle lui écrit, mais elle lui parle sur Skype, quoi, en gros. À l'époque où Skype existait encore, RIP. Et par ailleurs, après, on la voit continuer à raconter son histoire alors qu'elle est en train de répéter en fait une séquence musicale avec sa troupe, qui est le seul moment vraiment dansé d'ailleurs du film. Et il y a un petit moment rigolo, hommage à la Mélodie du Bonheur. On imagine qu'elle doit jouer Maria dans la Mélodie du Bonheur dans une des nombreuses pièces qu'elle fait. Et elle est habillée en Maria et elle tournoie dans un pré, là, comme dans l'introduction de la Mélodie du Bonheur. Voilà pour le film. Voilà pour le film. Quelques mots d'autres productions notables jusqu'à aujourd'hui. Donc, le 12 septembre 2016, on a une performance One Night Only à New York de The Last 5 Years avec Cynthia Erivo et Joshua Henry, donc dans les deux rôles de Katie et de Jamie. Cette représentation était un concert de charité pour lutter contre la violence par arme à feu et ça a rapporté la bagatelle de $200,000 cette affaire. Bravo. Bien joué. On trouve des extraits sur YouTube, c'est très bien. I'm Still Hurting par Cynthia Erivo, elle est très belle. J'ai trouvé parce qu'elle la chante de manière très retenue. C'est assez différent de la version d'Anna Kendrick. Elles font pas en larmes, mais il y a quand même un truc de douleur sur son visage. Alors que Cynthia Erivo, elle l'a fait, elle est pas complètement dévastée. C'est comme si elle retenait ses larmes et voulait rester digne. Elle est vraiment, vraiment belle. Et Cynthia Erivo, j'ai l'impression qu'elle adore particulièrement I Can Do Better Than That, puisqu'elle l'a chanté plusieurs fois en concert également. On peut trouver des vidéos sur YouTube. En 2016, on a un Off-West End Revival avec Jonathan Bailey, qu'on ne présente plus, et Samantha Barks, qu'on avait vu dans Les Mises et dans Frozen, bien évidemment aussi à Londres. Ce revival était mis en scène par Jason Robert Brown lui-même et il a remporté en 2017 le What's on Stage Award pour le meilleur musical Off-West End. Là, on peut trouver les audios sur YouTube. Et par ailleurs, la vidéo d'audition de Jonathan Bailey sur la chanson If I Didn't Believe in You avait fait une espèce de buzz à l'époque. Et elle a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Et c'est très très bien, effectivement, cette version. On croirait presque à la sincérité de Jamie à ce moment-là. Pas tout à fait, mais presque. Parce que Jonathan Bailey était excellent. Et vraiment, cette performance en Jamie de Jonathan Bailey va être très remarquée et va vraiment l'installer comme un interprète important sur le West End avant qu'il fasse compagnie en 2019, dans lequel on l'avait vu. On savait pas qui il était à l'époque, mais on a vu Jonathan Bailey sur scène. À noter en juin 2019 une mise en scène de Jason Alexander. Si vous savez pas qui c'est, Jason Alexander, c'est dans Seinfeld, le pote de Seinfeld là. Comment il s'appelle? George dans Seinfeld. Il a fait une production à Syracuse dans l'État de New York, pas à Syracuse en Sicile, même si ça serait stylé. Dans l'amphithéâtre, tu sais. Et alors là, il y avait un concept étrange, mais je serais curieuse de voir des images où il y avait, en plus des comédiens qui chantent, 2 danseuses, qui illustraient les émotions de Jamie et de Katie. Ouais, étonnant, ouais.
Alors, en 2020, dans le West End, on a eu un nouveau revival sous la forme de actor-musician. Enfin, c'est écrit sur le programme Actor-Musician Revival. Donc, j'imagine que c'est un revival dans lequel les acteurs sont aussi interprètes d'un instrument. Cette version s'était jouée au Southwark Playhouse avec Ole Higginson et Molly Lynch dans les 2 rôles principaux. Cette version avait eu de très bonnes critiques, mais vous vous en doutez, la production a été interrompue par le Covid. Elle s'est néanmoins rejouée pour quelques semaines en 2021, cette fois au Garrick Theatre, toujours à Londres. Et en 2025, à noter la première à Broadway, donc plus off-Broadway, mais à Broadway, plus de 20 ans après la création, donc, avec Nick Jonas et Adrienne Varenne, et une mise en scène signée de Whitney White, avec, pour cette version, de nouvelles orchestrations. Une orchestration plus nourrie, alors j'imagine avec davantage d'instruments peut-être, en tout cas plus de violon et plus de percussions pour un son plus riche, me dit le programme de The Last 5 Years. Oui, on imagine que le fait que ce soit cette fois-ci à Broadway et non plus off-Broadway invite à faire plus de musique, et aussi j'ai l'impression, dans ce que j'ai lu, plus de décors, etc. Cette production n'a pas été très bien reçue. La seule critique que j'ai vue, c'est aussi celle de toujours notre ami Mickey Joe Theatre, qui était très négative. Il critique le parti pris de mise en scène, qui est pour le coup de faire interagir les personnages, de les mettre ensemble dans toutes les scènes, ce qui est donc à l'opposé du concept original du show. Et il dit que ça fonctionne pas, parce que comme les chansons sont des monologues, si l'autre comédien est sur scène, rien faire et rien dire. C'est pas évident d'être sur scène et de rien faire. On n'y croit pas, on se dit logiquement, s'il est là, il devrait répondre. Il y a un truc qui fonctionne pas, qui fonctionnait dans le film, parce qu'ils avaient rajouté des choses. Là, peut-être qu'ils n'ont pas la liberté de peut-être rajouter des dialogues. Je sais pas exactement, parce qu'ils devraient, ça serait plus simple. Également, la performance de Nick Jonas n'a globalement pas été bien reçue. Et le show a fermé vite, puisque les previews ont commencé le 18 mars et la dernière performance a eu lieu le 22 juin 2025. Ah ouais, chaud. 2 autres infos à noter. C'est toujours Mickey Joe Theatre qui m'informe sur The Last 5 Years. Il a fait une critique dithyrambique d'une récente production britannique qui a tourné dans plusieurs villes. Il dit qu'il y a aussi des moments où les personnages sont ensemble sur scène, mais il trouvait que c'était mieux fait et plus cohérent, et que ça embrouillait pas le public. C'est vraiment très dur à faire finalement, une mise en scène de The Last 5 Years, pour qu'on comprenne ce qui se passe, que ça paraisse pas complètement... les gars, un calendrier. Ça, et puis que ça paraisse pas complètement artificiel, ce parti pris d'avoir des chansons où on s'adresse à l'autre mais qu'il est pas là. Enfin voilà, il faut faire attention à que ça garde une cohérence d'ensemble. Et là, il dit que pour le coup, dans cette version, des dialogues ont été ajoutés pour que ce soit plus naturel. Donc peut-être dans la même logique que pour le film, quoi. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir toutes les possibilités finalement de mise en scène qui sont explorées dans les différentes productions au fil des années de The Last 5 Years. Dernière chose à noter, The Last 5 Years s'est joué 4 fois en Espagne quand même, dont la dernière production à Madrid en 2025, traduite en espagnol. Et là, je me dis, si on pourrait faire une traduction française de The Last 5 Years, il n'y a pas de raison. Oui, en vrai, à moins que ce soit, comme dans le cas d'AMT, joué par des Américains nativement anglophones, ça n'a pas de sens en France de vouloir monter The Last 5 Years sans la traduire. Enfin, laissez-moi poser cette hot take ici, mais si vous faites ça, c'est une mauvaise idée. Non, il faut la traduire, clairement. Clairement. On a des très bons traducteurs en France, on peut le faire. Et donc un focus sur la dernière version en date, a priori, la version londonienne de 2026, une version donc qui se joue pour le 25e anniversaire de la pièce et qui a donc pour star Rachel Zegler et Ben Platt, et une version qui s'est jouée donc pour quelques dates au London Palladium que Rachel Zegler ne quitte plus. Oui, parce qu'elle a fait Evita, ensuite elle a fait une série de concerts. Ouais. Et elle a fait The Last 5 Years. D'ailleurs, pendant The Last 5 Years, elle a fêté sa centième. Oui, c'est ça. C'est la 100e fois qu'elle jouait au Palladium, déjà. T'imagines? Donc oui, clairement, la présence de Rachel Zegler et de Ben Platt a motivé notre voyage à Londres. Je veux dire que s'ils avaient annoncé The Last 5 Years avec 2 randoms que je connais à peine, je serais pas allée, tu vois. Moi, comme je ne connaissais même pas The Last 5 Years. C'est vraiment là, c'était l'attrait des stars qui nous a fait venir. Et donc, on a vu la toute première représentation le mardi 24 mars 2026. Ça a joué jusqu'au 29. Cette production était mise en scène par Jason Robert Brown lui-même, qui dirigeait également l'orchestre. Et dans la foulée, cette version s'est jouée au Hollywood Bowl à Los Angeles le 3 avril et au Radio City Music Hall à New York les 6 et 7 avril. Il s'agit d'une version dans l'esprit de l'original, donc minimaliste, quasiment pas de décor, etc. Mais pour le coup, sur une très grande scène, on n'est pas sur les petites scènes des théâtres off-Broadway, là. C'est vraiment une scène immense, le Palladium. Donc ça change un peu, je trouve, la dynamique. Les personnages sont assez éloignés l'un de l'autre. Enfin, je trouve qu'en termes de mise en scène, ça change un peu les choses.
Et en plus, ils se déplacent pas mal. Il y a différents niveaux. Ils peuvent être en bas, mais après, parfois ils montaient. Et parfois ils montaient des petits escaliers pour aller en haut, etc. Et les musiciens aussi étaient disposés sur 3 niveaux différents. C'était assez bien exécuté, mais du coup, voilà, ça prend une dimension assez différente, je trouve, par rapport à un tout petit théâtre qui est, je pense, le cadre dans lequel se joue la plupart du temps The Last Five Years, finalement. Bien sûr. On a quelques éléments, malgré tout, pour figurer différents lieux. Un lit, des sièges de train qui apparaissent ponctuellement. Il y a aussi un espèce de banc là où il s'assoit parfois, qui nous arrangeait pas parce que c'était juste dans l'angle qu'on voyait pas bien quand on se penchait. Tout à fait. Cette mise en scène comporte 9 musiciens sur scène, des percussions, une guitare, des violons, des violoncelles et un piano aussi qui est joué par Jason Robert Brown lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? C'était bien quand même si moi personnellement j'ai rien compris et que c'était Hamilton all over again et que Note to Self essayait de se renseigner un peu plus quand même avant de... mais bon, malgré tout, j'ai passé un très très bon moment pour la simple présence de Rachel Zegler, soyons clairs. Elle chante toujours incroyablement bien depuis cet été, ça n'a pas changé. La puissance de sa voix est vraiment ahurissante, en fait. Je crois que c'est ça qui me marque le plus. Elle semble faire ça sans effort. J'ai été particulièrement épatée de sa capacité à chanter dans toutes les positions. Enfin, vraiment, par exemple, sur la chanson Summer in Ohio, elle est allongée sur le ventre, elle se retourne, elle fait un espèce de grand écart, non, à un moment. Enfin, je sais pas. Elle gigote dans tous les sens et elle chante nickel. C'est impressionnant. Et sur I Can Do Better Than That, elle arrive à belter les notes finales alors qu'elle est assise affalée dans un siège. Je dis, mais... Non, mais laisse tomber, plus personne ne chante après avoir vu ça. Et elle est aussi hyper crédible dans l'évolution de son personnage. À chaque apparition, elle semblait une personne différente. Je sais pas comment le dire, mais elle incarnait vraiment ce changement dans la maturité décroissante. Enfin, je sais pas comment dire. De l'héroïne. Bon, évidemment, il y a quand même quelques changements de costume qui aident ça, mais une fois de plus, une pièce qui m'a fait prendre conscience de combien ses talents d'actrice sont impressionnants. Elle est à la fois drôle et émouvante, toujours hyper juste. Donc c'est vraiment, je me suis dit que c'était sans emphase une des meilleures actrices de comédie musicale en ce moment, parce qu'à la fois, elle est impeccable du point de vue de la technique vocale et incroyable du point de vue du jeu. Et en vrai... Oui, c'est pas tous les jours. Ouais, avoir des interprètes aussi excellentes sur les 2 plans. On sait par ailleurs qu'elle sait danser, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est voilà. Ah ouais, non, incroyable. Incroyable. Ici, on est des fans. On est des fans. Fans de RZ Forever. Cœur. Elle a fait un cœur avec ses doigts. C'est vrai, ça se voyait pas. Bon, Ben Platt, le pauvre Ben Platt, il est quand même très bien aussi. Même si j'avoue que j'ai été moins impressionnée. Enfin, je me suis dit qu'il était très bien. Mais je me suis pas dit waouh, quel homme. Et il a une très belle voix, j'aime bien, il a une signature vocale assez notable, quoi. La voix de Ben Platt, elle ressemble pas aux autres voix de jeunes premiers de comédie musicale, je sais pas comment dire. Ouais. J'aime beaucoup aussi son falsetto quand il monte dans les aigus, c'est assez joli, je trouve qu'il est assez impressionnant à certains moments vocalement. Le seul truc que je me suis dit, c'est que je les visualisais pas forcément très bien comme couple. Déjà parce que, bon, il est pas beaucoup plus âgé qu'elle, mais il est quand même un peu plus âgé, il a 32 ans, il en a 25. En même temps, c'est le principe de la pièce, ils sont mal assortis, donc qu'on croit pas trop au couple, ça, c'est pas très grave. Et puis bon, c'est son trademark à Ben Platt d'être trop âgé pour le rôle. On se souvient de l'adaptation cinéma de Dear Evan Hansen. Oups. Oui, là, bon, c'est pas grave, il est à peine plus âgé, mais c'est vraiment une pièce sur des vingtenaires. C'est vraiment des jeunes, quoi. Non, mais d'ailleurs, je crois que c'est précisé, il est dit au moment de la fin de la relation, il a 28, donc c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés à 23. Qui sont mariés à 25-26, c'est vraiment sur des vingtenaires, quoi. Ok, à 32 ans, on peut encore jouer des vingtenaires, c'est pas la question, mais je trouve qu'on sent un tout petit décalage par rapport à Rachel Zegler. Truc que je voulais noter, j'aurais pu le mettre à un autre endroit, mais comme je l'ai remarqué au moment de voir cette version londonienne, je vous le livre, c'est des petits changements de paroles par rapport au premier cast album que j'écoute assez souvent. Là, j'en ai noté que 2, mais je suis sûre qu'il y en a quelques autres. Qu'il y a un petit changement, on va dire, politiquement correct, puisque dans A Summer in Ohio, elle parlait donc de son collègue, le fameux collègue qui joue Tevia et Porgy. Elle disait que c'était un gay midget, donc un nain gay. Mais midget, c'est vraiment un terme péjoratif pour parler des personnes de petite taille. Donc ça a été changé, c'est devenu un gay dentist. Ce qui est complètement absurde. Mais qui est un peu drôle en même temps. Tu dis, with a gay dentist named Carl playing Tevia and Porgy. Voilà, le truc est marrant. Mais quand tu sais que c'était pas ça à l'origine, enfin voilà, je sais pas pourquoi ils ont pensé à dentist, mais je trouvais ça marrant. Et ça, je crois que ce changement était déjà dans la version de Broadway 2025.
Et l'autre truc, c'est que dans I Can Do Better Than That, elle raconte une relation amoureuse qu'elle a eue donc avant de rencontrer Jamie. Et elle dit « Met a guy at a bar who you might say looked like Tom Cruise ». Donc, sous-entendu, il était beau gosse, quoi. Et dans la version que j'ai entendue à Londres, mais visiblement, ce changement a eu lieu depuis longtemps, puisque dans la version de Cynthia Erivo, c'est déjà, donc il y a 10 ans, il y a déjà ce changement. C'est devenu with some very well-placed tattoos. Même dans le film aussi, d'ailleurs. Parce que elle dit well-placed tattoos, et on voit, parce qu'on voit en flashback la relation avec ce mec. Et il se déshabille, on voit effectivement qu'il a des tatouages au creux des reins, quoi. Pourquoi ce changement assez vite après la création de la pièce finalement? Parce que Tom Cruise est arrêté d'être un sex symbole assez vite après. Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle. Il est devenu scientologue. Je sais pas. Oui, peut-être que comme il est considéré un peu comme problématique, ils ont changé les paroles. Mais déjà en 2016, du coup, il n'était plus un sex symbole. Mais oui, et même, je crois dans le film, donc même en 2014. À quel moment ils ont dit on va enlever cette histoire de Tom Cruise, ça marche plus, ça parle plus aux jeunes. Je ne sais pas. Et maintenant, pour finir, parce que là on arrive à la fin de l'épisode, une anecdote. Si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez, le bonnet de Fanny a une importance notable dans ce qu'on a vécu à Londres. Je place le contexte et après je te laisse raconter. Très bien. À la fin donc de The Last 5 Years, on est sortis du London Palladium et on est allés toutes les deux à la Stage Door, donc la sortie des artistes, dans l'espoir d'apercevoir Rachel Zegler et Ben Platt pour les applaudir, etc. Donc on y est là, on attend, il y a plein de monde. Et là, Fanny s'aperçoit qu'elle a laissé son bonnet dans la salle, dans les gradins du London Palladium. Oui, tout à fait. Je m'aperçois que je n'ai plus avec moi mon bonnet, alors qu'il se trouve être un bonnet gris avec un pompon. Cet élément a une importance aussi pour plus tard, une deuxième anecdote de bonnet. Et donc, là, faut savoir qu'on est donc à la Stage Door, mais qu'on est assez loin, parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'on est vraiment repoussé aux marges de la Stage Door. On essaie de hisser nos pointes de pied et nos portables, mais on voit pas grand-chose. Et moi, je suis stressée avec cette histoire de bonnet parce que ce bonnet, j'y tiens et je me dis non, si je vais demander pour mon bonnet, je vais louper Rachel Zegler, mais en même temps, j'ai un passif de bonnets perdus au Planétarium en Sologne. Enfin, j'ai beaucoup de bonnets perdus dans ma vie. Donc j'étais contrariée par cette histoire et je me suis dit tant pis, de toute façon, on la verra pas, je veux récupérer au moins mon bonnet, je vais demander. Donc je vais de l'autre côté. Alors faut un peu avoir la géographie du London Palladium en tête, hein. Donc, on n'est plus sur la petite rue, là, mais sur la Argyle Street. Donc, je vais à l'entrée principale. Et là, je leur explique que j'ai perdu mon hat. C'était un chapeau, ça me semblait plus. Je ne sais pas, bonnet, si un bonnet, ça marche. Donc, j'ai dit que j'ai perdu mon chapeau. On me laisse rentrer dans le Palladium, dans le hall. Juste dans le hall, voilà. Et ils vont voir. Et puis, finalement, ils disent, ah bah non, les objets perdus, ils ont déjà été rapportés à la Stage Door. Donc là, les hommes de la sécurité me disent, va à la Stage Door. Et là, j'ai quand même eu une intuition du scénario qui pouvait se passer. Et j'ai un peu fait la naïve en disant, comment je vais faire parce qu'il y a un huge crowd. Enfin, comment je vais faire pour passer la Stage Door? Parce que je me voyais bien arriver seule et dire, non, mais moi, c'est pour le bonnet, il faut que je double tout le monde. On allait un peu m'envoyer chier, quoi. Parce qu'il m'a dit, oui, tu sonnes à la Stage Door et tu demandes ton bonnet. Bah oui, c'est hyper simple. Donc je lui ai dit, non, il y a une grande foule. Et là, il y a un collègue qui lui dit, accompagne-la. Genre, elle a l'air un peu relou, la française, là. Vas-y. Donc, je redévale Argyle Street avec mon gars de la sécurité. Et là, j'entends, lorsqu'on se rapproche du coin de la rue où il y a la Stage Door, j'entends une grande foule, une acclamation. Ah, bravo. Donc je me dis, merde, ils sont sortis et je les ai loupés de vraiment peu. Alors j'essaie de le presser un peu le pas, mais du coup le gars il me suit, voilà. Et là, quand j'arrive, tout le monde a l'air de remballer. J'entends des gens dire, ils sont partis. Je me dis, tant pis, voilà. Moi je pensais vraiment qu'ils étaient partis en taxi en fait. Tu vois, qu'ils étaient sortis, qu'ils avaient pris une voiture, qu'ils étaient plus là. Et des gens qui me disent, ils sont partis. Et donc là, mon gars de la sécurité, il fait écarter les gens. Et moi, je passe derrière lui, parce que lui, il a le droit de passer. Et donc, on rentre dans la Stage Door. On ouvre. Je pense qu'on me regarde mal. Enfin, qu'on m'a encore plus mal regardé quand je suis ressortie. Mais là, ils étaient derrière moi, donc je me suis aperçue. Et donc, on arrive à la Stage Door. Et là, je tombe littéralement sur Rachel Zegler qui est à 1 mètre de moi. Donc moi, en fait, j'avoue que j'avais pas trop matérialisé ça. Donc, j'étais vraiment bête. Enfin, je savais pas quoi faire. Enfin, c'était très étrange. Et donc, je crois que j'ai bredouillé quelque chose comme c'était très bien, en mode cette performance était acceptable. En anglais quand même. Oui. Je pense que j'ai dû dire quelque chose comme It was wonderful, thank you. Je pense que je l'ai dit comme ça en plus.
Et je crois qu'elle a fait genre merci ou elle a fait thank you, machin, voilà. Interaction extrêmement longue et profonde. Mais bon, évidemment, j'étais complètement bouleversée. Et donc là, je commets l'irréparable. Enfin, j'essaie de prendre... J'ai pas osé lui dire « Ah, on peut faire un selfie » parce que j'ai toujours peur de déranger. Du coup, je voulais prendre une petite photo en scred pour avoir une preuve de ce qui s'était passé. Je sais pas si elle l'a vu parce qu'après, elle a recommencé à discuter avec les gens qui étaient au comptoir, là, qui étaient derrière le bureau. Puis elle était avec une assistante. Voilà, c'est détourné assez vite. Et puis après, elle est partie. Et pendant ce temps-là, je reconstitue pas bien les événements, mais pendant ce temps-là, il y a quand même des gars qui m'ont reparlé de mon histoire de bonnet. Donc j'explique. Et donc ils ont été voir. Et après, il y a un homme que je ne connaissais pas encore, mais qui donc est Danny, qui après j'ai appris le bodyguard de Rachel Zegler, qui vient me voir et qui me parle d'une photo. Et du coup, moi, je pensais qu'il voulait une photo de mon bonnet parce que j'avais rien compris. Il m'a dit non, cette photo que tu as prise de Rachel, il faut que tu la supprimes. Donc je me suis exécutée, voilà, j'étais vraiment mortifiée et confuse. Et en plus, il m'a regardé que j'avais bien. Il me dit parce que on peut pas prendre des photos de l'intérieur du théâtre. Après, je pense aussi que c'est aussi pour des raisons de sécurité. S'il voit qu'on peut voir Rachel Zegler en s'immisçant dans le théâtre enfin, parce que je pense vraiment qu'en vrai, les gars du Palladium n'étaient pas censés me faire rentrer là. Enfin, ouais. Il aurait juste dire aller chercher eux-mêmes le bonnet. En fait, c'est juste ça qui est extrêmement curieux. Mais après, je me dis aussi peut-être que les gars du Palladium, ils se rendaient pas trop compte de la foule qu'elle pouvait attirer. Enfin, s'ils n'étaient pas là cet été, bref. Donc voilà, donc j'étais toute penaudée et mortifiée de cette histoire de photo. Donc je n'ai pas de preuves, il faut me croire sur parole. Mais voilà, j'ai malgré tout, grâce à ce bonnet que j'ai récupéré. Voilà. Le plus important de l'histoire. Le bonnet a été récupéré. J'étais vraiment très contente, même si encore tremblotante de cette histoire et de Rachel Zegler et de Danny. En fait, je me suis demandé si peut-être il avait pensé que j'avais envoyé la photo à quelqu'un quand je t'ai juste envoyé un texto pour te dire que j'étais à l'intérieur et que je lui avais parlé. Mais là, j'ai répondu genre « What ?» Donc bref, je ressors et donc là, on me regarde très très mal, vraiment. Là, il y avait des filles qui étaient devant. C'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Mais j'étais « C'est pour mon bonnet !» Et donc voilà, après je retrouve Anna et je lui explique ce qui vient de se passer. Moi, j'ai halluciné, d'autant plus que moi, je n'ai rien vu. J'ai entendu quand donc Rachel Zegler et Ben Platt sont sortis à la Stage Door. Ils signent rien, ils parlent pas avec les gens, mais ils font coucou, quoi. Mais moi, je voyais rien. Et même avec mon téléphone, j'essayais de filmer, je n'ai rien. On voit rien sur la vidéo que j'ai prise. Donc vraiment, je n'ai pas vu Rachel Zegler et Ben Platt. Mais Fanny, elle a vu Rachel de près. Mais je sais pas d'ailleurs où il était passé, Ben Platt. Lui, il était... Allez aux toilettes. C'est de chercher mon bonnet. Donc voilà. Et la chose très malheureuse sur ce bonnet, c'est que je l'ai reperdu à nouveau. Enfin, j'ai perdu le pompon aujourd'hui. Il y a quelques heures, quelques minutes à peine, je l'ai perdu à Disneyland. Donc c'est pour ça que j'ai en ce moment lancé un appel sur les réseaux sociaux à retrouver mon pompon. Je vous dirai dans un prochain épisode de All That Jazz si finalement j'ai retrouvé le pompon de ce bonnet, qui est quand même un bonnet magique, il faut le dire. Bah oui, mais peut-être que là, ça va te faire rencontrer, je sais pas qui, à Disneyland. Mickey. Tu as déjà rencontré, non? C'est vrai. Bref, on s'est écarté de notre sujet qui était mon bonnet. Non, qui était The Last 5 Years. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à The Last 5 Years. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez cette œuvre, si vous aussi vous n'avez rien compris la première fois que vous l'avez vue. Et voilà, commentez, partagez, likez. Un jour, on atteindra les 1000 followers sur Instagram. N'oubliez pas d'abonner toute votre famille. Et on vous dit à bientôt. Peut-être un jour, on refera un ciné-club. Peut-être, mais les films sont jamais dispo, mais bon. Donc, normalement, on se retrouve bientôt pour un ciné-club. Et on se retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut tout le monde.